Thank you, merci et bravo aux courageux. Alors passer après un dermatologue et parler de la toxicité digestive, on a tout de suite beaucoup moins d'images. Donc je vais effectivement vous parler, faire un petit aperçu des toxicités digestives qu'on peut rencontrer sous thérapie ciblée sans faire quelque chose d'exhaustif, mais vous donner un peu cet aperçu-là. Donc il y a des toxicités digestives, on les connaît pour la plupart, et je vais vous dresser un peu un paysage avec les toxicités qui sont les plus fréquentes. Si on prend l'ensemble du spectre, c'est effectivement quelque chose qu'on rencontre vraiment au quotidien. Le problème, c'est que ça engendre parfois des diminutions de doses, donc c'est souvent dose limitant, et que ça altère la qualité de vie au quotidien de nos patients, donc c'est à prendre en considération particulière. Donc je ferai des focus particuliers sur les toxicités hépatiques, pancréatiques, et une toxicité particulière sur le tube digestif, notamment les diarrhées, les perforations et les mucites ou les colites. Alors si on commence par les plus simples, je dirais, c'est les toxicités hépatiques. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de thérapies ciblées que j'ai listées ici, entre l'imatinib, le LAPA, le LINO, sunitinib, sorafenib, erlotinib et regorafenib, qui toutes donnent un certain nombre de toxicités hépatiques pour lesquelles il y a des contre-indications s'il y a une augmentation des enzymes hépatiques. Donc pratiquement toutes, vous pouvez assister à une augmentation des transaminases, voire une augmentation de la bilirubine. Toujours le problème de ces molécules-là, c'est que lorsqu'elles sont évaluées au travers de phase 1, puis 2, puis 3, elles sont évaluées chez des patients qui ont une fonction hépatique normale et que ceci se transmet ensuite dans la pratique courante. On a un certain nombre de précautions à prendre chez les patients qui sont sous thérapie ciblée, mais que ça sera évidemment diffusé dans la population générale et qu'on peut avoir des soucis hépatiques qui se dépistent secondairement en pharmacovigilance. Des mécanismes de toxicité hépatique qui peuvent être multiples. Ça peut être soit une toxicité directe sur le parenchyme hépatique, mais ça peut être aussi, et il faut y faire extrêmement attention aux interactions médicamenteuses, et je ne peux que vous conseiller de bien interroger les patients sur savoir ce qu'ils prennent à côté, puisqu'il peut y avoir de franches interactions qui peuvent conduire à une toxicité hépatique sévère. Également une possibilité d'avoir un phénomène immunoallergique, et puis évidemment, comme la majorité des thérapies ciblées s'adressent à des patients qui ont une altération de la fonction hépatique parce qu'ils ont des métastases, eh bien évidemment, ceci peut se surajouter. Donc en gros, les guidelines sont assez simples, c'est-à-dire qu'il faut diminuer les doses, arrêter le traitement. En général, ça régresse relativement rapidement. Toxicité pancréatique, on l'oublie parfois, mais c'est simplement, il faut le savoir. On assiste parfois à des élévations des enzymes pancréatiques. Alors c'est vrai quand on les dose, c'est souvent, le plus souvent, c'est des augmentations qui sont tout à fait asymptomatiques de lipase ou d'amylase, et rarement ça aboutit à une vraie pancréatite franche. Et la pancréatite, lorsqu'elle arrive, en général, s'améliore assez rapidement sous arrêt du traitement. Donc, quelles sont les grandes molécules, les grandes familles qui peuvent donner des toxicités pancréatiques? Ce sont les multikinases inhibiteurs, tels que essentiellement l'imatinib et le nilotinib, et puis également les inhibiteurs de GFR et du récepteur à l'EGF, tels que PASO, SORA et sunitinib. Là aussi, le mécanisme va être multiple, ils sont pas univoques. Ce sont des mécanismes qui sont immunoallergiques, parfois d'ischémie pancréatique aussi, tels qu'ils sont une hypothèse qui est avancée et qui peuvent être éventuellement liés à une hypertriglycéridémie. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de conduite à tenir lorsque vous avez une augmentation de façon complètement asymptomatique de lipase ou d'amylase? Vous n'avez pas grand-chose à faire, sauf si c'est un grade 3 ou 4, bien évidemment. Vous surveillez régulièrement à doser lipase et amylase et interroger vos patients sur le plan symptomatique. La résolution est le plus souvent spontanée, sans arrêt du traitement. Et en général, s'il n'y a pas de résolution ou s'il y a un grade 3-4, on arrête et ça se normalise. Alors on voit des choses assez intéressantes si vous travaillez bien avec vos radiologues. Vous pouvez leur demander de regarder le pancréas et vous voyez des exemples assez intéressants que j'ai retrouvés dans une revue où en fait il y a des modifications du pancréas lorsque les patients sont traités sous thérapie ciblée. Vous voyez deux exemples ici de patients traités par pazopanib et l'autre qui avait un giste traité par nilotinib. Et vous voyez que sur les flèches donc du côté droit, vous avez un espèce d'œdème qui se crée au niveau du pancréas. Un autre exemple d'imagerie vient de Cochin, de François Goldwasser, pour lequel ils ont vu qu'il y avait en fait une patiente qui avait eu des modifications importantes des enzymes pancréatiques. Et lorsqu'ils ont regardé ça de façon un peu plus proche, ils ont vu qu'il y avait en fait une atrophie pancréatique chez une patiente qui était traitée par sorafenib pour un cancer de la thyroïde. Donc voilà, le pancréas à avoir, mais finalement ça a peu d'incidence en pratique.
Un petit mot des perforations. Alors les perforations, on les connaît depuis l'introduction du premier inhibiteur de VEGF qui est le bevacizumab. C'est quelque chose qui est rare, mais qui peut être potentiellement extrêmement grave. Alors c'est lié à l'inhibition directe du VEGF. En termes d'incidence, c'est environ 0,9% avec un risque relatif par rapport à l'absence de BEVA qui est, vous voyez, multiplié par 2, un risque relatif de 2,14. Et alors ce qui est intéressant, c'est de regarder dans la littérature, est-ce que finalement les inhibiteurs du récepteur au VEGF, est-ce que les thérapies ciblées, les petites molécules, finalement donnent des perforations. Il y a une coquille ici. En fait, ils ont repris un certain nombre d'études là, dans cet article. Et ils ont repris 119 essais qui ont ciblé ces molécules-là. Et en fait, il y en a 99 qui sont exclus. Ils ne sont pas non exclus, ils sont exclus parce qu'en fait, la toxicité n'est pas reportée. Autrement dit, on ne sait pas du tout si les patients ont fait des perforations. Ça n'est pas rapporté. Alors peut-être sous d'autres formes, on ne sait pas. Mais en gros, ils ne retrouvent que 16 essais de phase 2 et 4 de phase 3 pour lesquels on parle de perforation avec une incidence qui est extrêmement faible. Vous voyez, au total 1,3% de perforation. Donc ça n'est pas complètement nul. Est-ce que c'est lié à la maladie? C'est pas impossible. C'est pas forcément soit supérieur par rapport à la population générale qui a le même type de cancer. Néanmoins, c'est pas complètement nul. Donc il faut simplement avoir ça dans un coin de la tête. Probablement que les cancers du rein font moins de perforations que les autres types de tumeurs. Et lorsqu'ils regardent l'ensemble de ces molécules-là, ils trouvent une petite augmentation par rapport à la moyenne de sorafenib et axitinib. Je ne suis pas sûr qu'on est vraiment dans des zones qui sont extrêmement faibles. C'est peut-être simplement lié à la pathologie, mais je crois que c'est quand même à ne pas exclure complètement et à regarder un peu, y compris dans les publications qu'on nous donne. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément rapportées. Alors, le bevacizumab, longue expérience du BEVA, plus de 12 000 patients, 17 essais de phase 3. L'incidence, on la retrouve à 0,9% sur un peu tout type de tumeurs confondues. Là, il faut sans doute regarder d'un peu plus près quelles sont les pathologies sous-jacentes. Une mortalité importante. Quand il y a une perforation, il y a une mortalité quand même importante de 21%. Et, comme je disais, une augmentation qui est doublée. Alors, l'aflibercept, qui est le VEGF TRAP, là aussi, qui est dirigé contre le VEGF circulant, un peu moins de temps d'expérience, évidemment, puisque c'est une molécule plus récente, sur 4000 patientes. Là aussi, un grand pool de plein de tumeurs solides. L'incidence d'1,9%, une mortalité à 10,8%, et là, une augmentation du risque d'environ 3 fois. Donc là aussi, on peut dire que l'aflibercept n'est pas dénué de risque de perforation, un petit peu comme le bevacizumab. C'est très difficile de dire et de comparer les deux. Vous savez qu'il n'y a pas d'études qui sont head-to-head pour comparer les deux, donc je pense qu'on ne peut pas aller tellement plus loin, mais je crois qu'il faut faire attention quand même avec l'aflibercept également. Alors là aussi, dans la méta-analyse, pour vous illustrer cela, vous voyez que globalement, il n'y a pas tellement d'effet dose, que les perforations, elles surviennent surtout chez les patients qui sont traités pour un cancer colorectal et beaucoup moins fréquentes dans les autres types de tumeurs, telles que les tumeurs du sein ou les cancers du poumon ou les autres. Plus intéressant, j'ai essayé d'extraire ce qu'il y avait en adjuvant. Vous savez que le bevacizumab n'est pas utilisé en adjuvant puisque 2 études ont montré des résultats négatifs, mais c'est des situations qui ne sont pas métastatiques, donc c'est finalement pas inintéressant de regarder ce qui se passe. Et dans la première étude, qui est l'étude Avant, qui compare du Folfox en adjuvant sans BEVA par rapport à du BEVA pendant et puis un peu plus prolongé, que ce soit avec du Folfox ou du Xelox, vous voyez que dans le bras sans Avastin, finalement, il y a eu un cas d'une perforation fatale chez un patient sous Folfox. Vous voyez qu'il y a quand même, on voit ici le sur-risque de perforation chez les patients qui sont sous BEVA, alors que les patients n'avaient pas la tumeur primitive. Et c'est ça qui est intéressant en adjuvant, c'est que par définition, on leur a enlevé leur tumeur primitive. Donc ça veut dire que ça ne perfore pas toujours au niveau de la masse tumorale. Deuxième essai dans la NSABP C08, c'est un peu le même type d'essai, mais de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'on est dans les transatlantiques. Là aussi, sans ou avec bevacizumab, un petit sur-risque qui est du côté du bevacizumab. Donc là aussi, il faut y faire attention. Alors, quelles sont les précautions qu'il faut avoir et chez quel type de patient peuvent perforer? Eh bien, il faut se méfier lorsque le patient a une chimiothérapie en association, par exemple du Folfiri, mais c'est également vrai sur du Folfox. Les patients qui sont sous stéroïdes au long cours ont un peu plus de risque de perforer. Lorsqu'il y a un cancer en place, le cancer en place sous-jacent, particulièrement vrai pour les tumeurs digestives, mais ce n'est pas toujours le cas. Encore une fois, le patient peut perforer à distance de sa tumeur primitive.
lorsqu'il a un ulcère par exemple, ou les diverticules. Les diverticules ont tendance à volontiers perforer. Et l'occlusion intestinale, la subocclusion ou l'occlusion sont effectivement des situations où il faut faire extrêmement attention. Parmi les précautions aussi, si votre patient a une radiothérapie abdominale, il faut y faire attention. Voilà, une endoscopie récente, bon, c'est un peu moins étayé. Et dans les cancers de l'ovaire, vous savez que pour le bevacizumab, il y a eu quand même un ralentissement dans le développement dans le cancer de l'ovaire, justement à cause de ces perforations qui étaient surreprésentées dans les essais initiaux, et pour lesquels, quand on reprenait les patientes qui avaient perforé, c'était essentiellement des patientes qui avaient une chirurgie abdominale récente, qui avaient eu pas mal de chimiothérapie au préalable, et qui avaient un envahissement du tube digestif. Et donc je ne peux que vous encourager, lorsque vous avez un patient à mettre sous bevacizumab, à bien regarder son scanner, surtout s'il a une carcinose péritonéale et s'il a un gros nodule de carcinose qui est à proximité du tube digestif. J'en fais pour ma part une contre-indication au bevacizumab parce que par des phénomènes de réduction du flux et de l'angiogénèse, il y a probablement une attraction et un risque de perforation à ce niveau-là. Et puis prévenir les patients, bien évidemment, parce que même si c'est peu fréquent, une douleur abdominale inhabituelle doit faire en sorte que le patient doit venir aux urgences de façon rapide. Voilà. Et puis, on terminera par les diarrhées. Alors, je termine par un peu le gros sujet. Les diarrhées sous thérapie ciblée est un vrai problème quotidien. Alors, on le connaissait par les chimiothérapies, le 5FU, que ce soit en bolus ou en continu. On le connaissait bien par les irinotécans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le développement de l'irinotécan au départ, quand c'était en monothérapie, les patients ils prenaient 12 à 24 imodium par jour. C'était vraiment certains se sont même demandé si l'irinotécan avait un avenir. Et finalement, en apprenant à utiliser l'irinotécan et à utiliser de façon séquentielle et en ajustant les doses, finalement, on a pu aller plus loin et c'est un peu moins un problème, mais ça reste quand même un handicap pour les patients. Donc les diarrhées, ça impacte sur la qualité de vie, ça entraîne potentiellement des complications de déshydratation, de troubles hydroélectrolytiques, de dénutrition et de fatigue dont on a parlé un peu plus tôt dans l'après-midi et dans la matinée. Et une incidence sur le déroulement du traitement puisque les patients sous thérapie ciblée prennent leur traitement tous les jours. Alors en termes d'incidence, si on les regarde un petit peu par classe, vous voyez que les inhibiteurs de GFR entraînent régulièrement des diarrhées, gefitinib, Merlot, AFA, et puis également les anticorps monoclonaux, cetuximab et panitumumab, sont responsables de diarrhée, avec une incidence environ 20% pour les anticorps monoclonaux, et bien davantage pour les inhibiteurs de GFR, alors que sur les grades 3-4, qui sont aussi une incidence relativement importante, mais moindre, bien évidemment, vous voyez qu'on est aux alentours de 5%, mais que dans certaines études, ça va jusqu'à 20% de toxicité grade 3-4, donc avec un potentiellement grave de déshydratation et d'hospitalisation. Pour les inhibiteurs d'HER2, le principal, l'apatinib, dont on connaît l'incidence de diarrhée, qui est environ de 50%, diarrhée de grade 3-4 entre 2 et 14%. Le trastuzumab, c'est pas trop un problème. Le pertuzumab, un peu plus, si on regarde le tout grade, 48%. Et 3% de grade 3-4. Pertuzumab plus les deux, donc plus trastuzumab en association, vous voyez que là aussi, c'est pas nul, 6% de grade 3-4. On a l'habitude de manier le trastuzumab en disant c'est comme du petit lait, il n'y a pas de problème de toxicité digestive. C'est probablement un peu moins vrai pour les autres inhibiteurs d'HER2 qui nous arrivent. Alors, quand on les associe deux médicaments qui peuvent donner chacun la diarrhée, c'est l'association lapatinib plus capacitabine à titre d'exemple, où vous voyez que l'incidence, quel que soit le grade, on est à 80% de diarrhée 1, 2, 3 ou 4, et en incidence de grade 3 ou 4, on est à 20% de patients qui ont des diarrhées. Si on compare au TDM1, vous voyez que c'est nettement moindre, 23% de diarrhée quel que soit le grade, mais il y a quand même 1,6% de patients qui ont un grade 3. Donc là encore, pour dire que ces nouvelles molécules qui inhibent HER2, elles ne sont pas complètement dénuées de toxicité digestive, et je pense qu'il faut le savoir parce qu'on va les avoir à manipuler de plus en plus. Entre parenthèses, soulignez-le et je reviendrai, nous ne mentionnons dans les études que tous les grades, et après on passe aux grades 3 et 4. Donc on n'a aucune information sur les 1 et les 2. Une autre illustration, là, ce que je trouve particulièrement intéressant, et j'y reviendrai, sur la façon d'évaluer nos toxicités. C'est un peu mon dada, mais je pense que vraiment ce type de... Ça, c'est intéressant, puisque vous avez vraiment
cycle par cycle et semaine par semaine, ce qu'il se passe en termes de toxicité. Ça vous donne un peu un panorama, presque une aire sous la courbe, de la toxicité, plutôt qu'un chiffre brut qui est la toxicité de grade 3-4. Donc vous voyez différentes des impériosités, le nombre de sels, etc. Et vous voyez la comparaison. Plutôt que de regarder notre tableau précédent qui est grade 3-4, c'est cycle par cycle en fonction des patients exposés. Bien, vous voyez que les patients sous capecitabine lapatinib ont régulièrement des problèmes avec les diarrhées, vous voyez, ici. Et puis, ce n'est pas dénué sur le TDM1, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de toxicité, si on regarde ça, on se dit 23%, bon, ça doit aller finalement. Mais dans la qualité de vie des gens, vous voyez qu'à 3 semaines, 6 semaines, ils sont toujours à 30% des patients qui ont quand même des diarrhées et des selles impérieuses. La physiopathologie, en quelques mots, elle est extrêmement mal connue. Ce n'est pas que vrai pour les inhibiteurs de GFR, mais c'est vrai pour l'ensemble. Il y a probablement plusieurs mécanismes qui sont liés ou pas. Il y a probablement des phénomènes qui sont sur l'immunité. Il y a probablement une toxicité directe sur les cellules qui se renouvellent, les cellules des villosités intestinales. Il y a probablement un effet aussi direct sur les cellules caliciformes qui sont au fond des cryptes, qui produisent le mucus et qui finalement protègent la barrière intestinale. Et il y a vraiment sans doute une toxicité à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi, et c'est aussi une grosse hypothèse, sur des variations du microbiote. Vous savez que c'est très à la mode en ce moment sur le microbiote, et on ne sait pas du tout ce que ça fait sur les variations de la population intestinale. Et ceci peut avoir un rôle, y compris sur l'absorption et la pharmacocinétique de nos médicaments. Ce sont des médicaments qu'on donne par voie orale, qui donnent des toxicités digestives. Savoir après comment se passe le mécanisme en termes de pharmacocinétique, c'est un grand point d'interrogation pour lequel actuellement on n'a pas beaucoup de réponses. Alors les TKI, là aussi, vous voyez toujours la toxicité. On va passer un peu plus vite parce que c'est un peu indigeste ces tableaux-là, mais simplement pour vous dire que c'est aussi un problème régulier. Si on reprend l'ensemble des essais avec les TKI inhibiteurs sur le VEGF, vous voyez que si on prend un certain nombre d'essais, un certain nombre sont exclus. Qu'est-ce qu'on voit en termes d'incidence globale de la diarrhée? Si on prend sorafenib, sunitinib et pazopanib, l'incidence est d'entre 37, 50, 54%. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes en termes d'incidence. Ça, on va passer un peu plus vite. Alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est la façon dont on rapporte les toxicités digestives. Si on prend comme illustration cet essai, qui était quand même un gros essai, sur pazopanib versus sunitinib en première ligne chez les patients qui ont un cancer du rein métastatique, vous allez regarder l'article Princeps dans New England et vous n'avez pas l'incidence des diarrhées. Pourquoi? C'est parce que dans le tableau primaire des toxicités, il y a simplement marqué les toxicités qui sont différentes entre les deux molécules. Donc vous allez sur les suppléments qui sont en ligne et vous avez la table S6 qui vous donne l'incidence des diarrhées. Là aussi, tout grade. 63% de diarrhée avec le pazo, 57% avec le sunitinib, avec 9% de diarrhée grade 3-4 et 8% de diarrhée grade 3-4 avec le sunitinib, donc relativement équivalent entre les deux molécules. Là aussi, aucune notion, rien dans le papier sur les grades 1-2. Alors, si on veut regarder les grades 1-2, là, il y a des choses intéressantes aussi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'étude publiée dans le JCO par Bernard Escudier, où on essaie de voir finalement les préférences des patients entre les deux molécules, entre pazo et sunitinib. Et là, vous retrouvez finalement des données qui sont un petit peu différentes, puisque sous sunitinib, vous n'avez quasiment pas de diarrhée grade 3-4, et puis là, sous pazo, vous n'avez quasiment pas de diarrhée grade 3-4. Donc, c'est probablement un apprentissage de l'utilisation des molécules, ou alors un reporting un peu différent. Mais vous voyez que alors là, par contre, on a les diarrhées grade 1 et diarrhées grade 2. Et là, ça permet quand même de juger un peu de la toxicité directe. Alors, si on regarde un peu d'imagerie, une petite chose pour illustrer, des patients sous sunitinib, finalement, il y a une équipe qui s'est amusée à regarder les scanners des patients sous sunitinib sur plus de 100 patients. Et vous voyez qu'en fait, un certain nombre de patients ont un œdème du tube digestif. Vous le voyez ici, entre avant et après sunitinib, sur le côlon droit, vous voyez qu'il y a un épaississement de la muqueuse. Et puis, vous l'avez aussi ici,
sur l'intestin grêle. Ici, finalement, vous voyez un intestin grêle relativement fin. Et vous voyez ici, toutes ces images-là sont finalement un œdème au niveau de l'intestin grêle. Donc, ils ont regardé, 62% des patients sous Sutent avaient un œdème en cours de traitement, 67% avaient une diarrhée de grade 1 ou 2, et 10% une diarrhée de grade 3. Donc, en gros, 89% des patients avec un œdème ont eu une diarrhée. Bon, petite étude, mais bon, c'est pas inintéressant de regarder. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se passe et une toxicité directe sur la muqueuse. Les inhibiteurs de VEGF, donc le bevacizumab, toxicité, on a parlé de la perforation, mais là aussi, si on regarde le bevacizumab seul, ça peut avoir une toxicité digestive. L'aflibercept, c'est difficile de dire parce qu'il a été essentiellement utilisé avec une chimiothérapie, notamment du folfiri qui donne des diarrhées, donc un peu difficile de dire. Et puis les dernières molécules, donc les inhibiteurs de BRAF, j'y reviendrai pas, mais là aussi, une toxicité de diarrhée importante, et puis les inhibiteurs de mTOR également. L'ipilimumab a été largement détaillé tout à l'heure sur une revue sur plus de 10 essais et une méta-analyse. L'incidence tout grade est de 41,6%, DO grade 8%, donc de grade 3-4. Donc c'est augmenté par rapport au contrôle. Ça se manifeste sous forme de diarrhée, de douleur abdominale, avec des modifications d'émission de sang ou dans les selles ou de mucus. Et ça peut être parfois fébrile, avec également une colite qui peut être grave dans 5% des cas. Alors comment on l'évalue ? On l'évalue très mal, encore une fois. Est-ce que tout le monde sait la toxicité du NCI-CTC sur la diarrhée ? Eh bien, c'est moins de 4 selles, 4 à 6 selles pour les diarrhées de grade 2 et plus de 7 selles pour une diarrhée de grade 3. Et c'est toujours par rapport au transit de base, ce qu'on oublie parfois. Mais ceci est de façon assez générale et sans doute ne reflète pas tout à fait l'incidence générale et probablement que par d'autres façons de faire et de coter la diarrhée, notamment par le patient lui-même, ça serait probablement beaucoup plus fiable. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que entre ce que dit le patient et ce que dit le médecin, il y a une différence ? En termes de diarrhée, il y a plutôt une pas trop mauvaise concordance. Vous voyez que dans cet essai où en fait on fait un questionnaire au patient et un questionnaire au médecin, vous voyez qu'il y a à peu près, il y a quand même 85% de concordance, mais vous avez quand même pratiquement 11% ici et puis 13% de discordance entre le patient et le médecin sur l'évaluation de sa diarrhée en termes de grade. Alors, en termes de prise en charge, qu'est-ce qu'on fait ? Les examens, c'est un examen clinique habituel. Il faut bien regarder les comédications. Quels ont été les facteurs déclenchants ? Ce n'est pas forcément que le médicament que vous avez donné, pas que la thérapie ciblée. L'examen clinique, il ne faut surtout pas passer à côté d'un symptôme grave de déshydratation, de signes infectieux, l'aspect des selles et signes vitaux, et une copro et clostridium si le patient était sous antibiotiques. Les guidelines, il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est de dire qu'il faut examiner nos patients. Donc en gros, on apprend la médecine de base, mais rien de bien particulier. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est avec une infirmière dédiée aux thérapies ciblées orales, avec une délégation de tâches progressive, de lui apprendre à comment interroger les patients et qu'est-ce qu'il faut dire et comment réagir quand on a un grade 1, grade 2, grade 3, à quel moment il faut arrêter le médicament et à quel moment il faut en référer à l'oncologue prescripteur. Voilà, donc en gros, en conclusion, ces toxicités digestives sont essentiellement, elles peuvent être graves lorsque c'est des perforations, rarement quand c'est des toxicités hépatiques. Elles peuvent être graves quand il y a vraiment un grade 3 ou 4 de diarrhée. Et je crois que c'est vraiment la diarrhée la principale toxicité qui enquiquine nos patients au quotidien lorsqu'ils prennent ces médicaments-là. Il y a évidemment un retentissement sur la qualité de vie et peut-être sur l'efficacité. Et là aussi, on revient sur la pharmacocinétique. Les mécanismes sont mal connus et je pense qu'il faut particulièrement être vigilant. Il faut prévenir les patients qui nous appellent. Il faut recueillir un certain nombre de toxicités et les éduquer sur les signes de gravité et enfin adapter les doses et sur le plan pharmacologique. Voilà sur cette vue générale. Si vous avez des questions particulières, et puis je crois qu'on est le dernier topo.